Alors Lucas, lorsque tu t'es réveillé au lendemain de ton premier titre ATP, quelle a été ta première pensée? Tout simplement, j'ai envie de te demander. Ouais, j'étais super content, super fier forcément voilà, de ce titre, de cette semaine. Ouais, je pensais encore un peu dans mon match et presque comme si la nuit n'avait pas vraiment eu lieu. Ah ouais, t'as eu du mal à réaliser finalement, même avec le trophée en main, ce qui s'était passé? Ouais, c'est sûr, bah, sur le moment, voilà, je me rends compte quand même que voilà, j'ai gagné le tournoi, que j'ai gagné un titre ATP. Après, c'est sûr que voilà, il y a une semaine, j'étais encore sur mon premier tour et j'avais pas encore fait de demi sur le circuit ATP, pas encore énormément de victoires. Donc forcément, voilà, c'était quelque chose de très nouveau. Et puis voilà, le réveil lundi était assez tôt. Donc voilà, la nuit n'a pas été très longue. Donc voilà, comme je me suis réveillé, j'étais encore dans l'euphorie un peu de la fin de mon match. C'est quoi l'image que tu garderas, qui te restera en tête de ce titre à Estoril? Bah, je pense que c'est surtout tous les matchs, les gros combats que j'ai faits, en y pensant voilà, à tous les matchs où voilà, je passais quand même par des moments difficiles parce que j'ai quand même eu 4 matchs sur 5 en 3-7 et le seul en 2-7 c'était quand même aussi très accroché donc voilà, j'ai eu beaucoup de moments où voilà, le match était très serré, j'ai dû vraiment me battre, voilà, trouver des solutions, accepter parfois de moins bien jouer, que l'autre joue bien aussi, des retournements de situation. Et je retiendrai surtout, je pense, la ténacité que j'ai eue voilà, sur l'aspect combatif tout au long de la semaine. Alors, tu as plus ou moins répondu à ma prochaine question. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le regard que tu portes maintenant sur toi-même? Est-ce que c'est le déclic face à Roublev ou c'est vraiment le fait d'avoir été au bout qui change quelque chose? Non, je pense qu'il y a deux trucs qui étaient très bien quand même cette semaine. Forcément, l'aspect mental où j'ai réussi à, euh, à garder voilà, un niveau de jeu élevé tout au long de la semaine. Et voilà, une semaine, on peut jamais avoir que des hauts. Donc, d'avoir plutôt bien géré ces parties de match où j'ai un peu plus des petits trous et des petits bas et que j'ai bien réagi pour revenir après à un haut niveau. Donc ça, c'est quand même une satisfaction. Et l'autre satisfaction aussi, forcément, c'est quand même mon niveau de jeu. Parce que voilà, le mental, ça fait beaucoup, mais bah, mine de rien, quand même, c'est le tennis aussi qui fait la différence. Donc voilà, le niveau de jeu quand même a été élevé tout au long de la semaine. Et je suis très content surtout de la manière dont j'ai pu m'exprimer sur le court et de sentir que ce que je faisais était efficace. Alors, tu t'avais confié que pendant la période plus difficile, avant ça, tu te demandais si c'était vraiment ça que tu aimais. J'ai envie de te demander jusqu'où sont allés les doutes et est-ce que tu t'imaginais prendre un peu de distance avant de finalement remonter la pente? Non, c'est sûr que j'étais passé par une période assez compliquée. En fait, ce que j'ai souvent dit, c'est que quand j'ai joué en junior et au début de ma carrière, en fait, j'ai beaucoup été habitué à gagner. Et voilà, en junior, j'ai gagné un grand chelem junior, j'étais numéro un mondial junior, donc j'ai beaucoup gagné pour monter à ce classement-là. Et après, assez rapidement, on va dire, je suis monté 63e mondial, je pense en 2 ans à peu près sur le circuit. Donc c'est assez exceptionnel, sachant que j'étais parti du coup bah, de 0 points jusqu'à 63 très très rapidement. Et j'ai gagné vraiment beaucoup en challenger et j'ai pas vraiment eu de moments entre guillemets difficiles. Voilà, de remise en question, j'en ai pas vraiment eu parce que quoi qu'il aille, ma trajectoire faisait que de monter. Et en fait, après, avec le temps, bah, c'est très rare les personnes qui montent sans s'arrêter. Et à un moment, bah, voilà, je me suis retrouvé voilà, au circuit ATP, voilà, avec d'autres joueurs voilà, qui sont extrêmement forts. Et puis, en fait, tu te rends compte que la réalité du circuit, c'est pas la même que quand j'ai commencé en challenger où j'ai beaucoup gagné ou même en junior, pardon. Parce qu'en junior, la réalité que j'avais, c'était voilà, d'un joueur top 10 junior, donc c'est presque la même que d'être top 10 ATP. Mais quand tu arrives à la 60e place mondiale, bah, en fait, le ratio de victoire-défaite, il est souvent, on va dire, nul. Tu gagnes autant que tu perds à peu près tout au long de l'année. Et ça, bah, forcément, au début,
bah, je l'ai pas forcément très bien vécu. En fait, je me posais surtout des questions. Souvent, je me suis dit, ah mince, si à un moment je n'arrive plus à gagner, c'est que il y a enfin, entre guillemets, il y a un problème, il y a quelque chose que je fais moins bien. Et parfois, non, c'est juste la vie d'un joueur qui a ce classement-là. Mais moi, je trouvais ça difficile. Du coup, je commençais à parfois me poser des questions. Ah mince, il est dans mon jeu, il y a quelque chose qui va pas. Ah, il faut que mon coup droit, il faut que je change mon coup droit, il faut que je change mon service, mon revers ci, enfin, je me posais beaucoup de questions comme ça. Et au final, parfois, trop de questions. Donc parfois, quand j'étais en match, même à l'entraînement, j'étais pas assez concentré sur ce que je devais faire, qui m'allait amener au niveau plus élevé. Mais j'étais un peu trop négatif sur ça. Donc après, je suis entré tout dans une spirale un peu où c'était plus compliqué. J'ai commencé du coup à perdre plus de matchs. Et voilà, c'est des petits détails où au final, des petits matchs que tu dois gagner, finalement tu les perds. Et ça se joue pas grand-chose, hein. Mais du coup, je suis redescendu quand même assez loin. J'ai eu après des petits problèmes physiques aussi à un moment. Donc voilà, tout ça a fait que j'étais descendu assez loin. Et après, voilà, ça a été toujours la même chose quand je suis descendu, c'était aussi différent parce que du coup j'étais habitué aussi à toujours gagner, à toujours monter. Et là de redescendre, je l'ai un peu moins bien vécu. Euh, et là aussi j'étais trop concentré aussi après sur les résultats en tel quel, donc que sur le match gagné, le match perdu, le point gagné, le point perdu, et pas sur ce que je mettais vraiment en place sur le terrain et quelles étaient mes ambitions sur le long terme. J'étais vraiment concentré que sur la dernière frappe que j'ai fait, le dernier point que j'ai fait, etc. Et pas dans une vision globale. Et du coup, bah, ça m'a amené à avoir des réflexions un peu plus que sur le résultat. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait, je me posais des questions parfois. Parce que du coup, forcément, quand tu perds beaucoup, etc., et que tu te sens pas très bien, bah, forcément, tu te demandes, bah, mort quand même, une vie, bah, on en a qu'une, donc on aimerait quand même la vivre de manière belle, quoi, sereine, si possible. Donc, ouais, je me pose des questions, est-ce que c'est vraiment ça que j'aime faire ou peut-être que finalement c'est entre guillemets trop dur mentalement d'accepter ça. Et en fait, beaucoup de discussions des avec mon équipe, etc. Je me suis rendu compte en fait que surtout ce que j'aimais pas ou ce qui me faisait poser cette question-là, c'est surtout les résultats. Parce qu'en fait, on m'a demandé une question simple, mais si, euh, si là, t'es 50e mondial, t'as exactement la même vie, c'est juste le tournoi qui change, mais t'es 50e mondial, est-ce que là aussi t'aimerais arrêter ou pas? Et moi je dis bah non, parce que si je suis 50e mondial, bah c'est sympa, tu vois. Donc en fait, ça montre qu'en fait, c'est pas la vie du circuit, c'est pas en fait, c'est pas les déplacements, c'est pas le fait d'être loin de sa famille, c'est pas ça en fait que je vivais mal, c'est plutôt les résultats et tout ce qui était lié aux résultats. Et après, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, voilà, il fallait juste accepter que bah, c'est dur de revenir. Tous les joueurs, ils sont juste monstrueux. Et voilà, en fait, petit à petit, je me suis vraiment remis dans le droit chemin sur ce que je devais faire sur le terrain, sur les tournois, être ambitieux, voilà, être concentré aussi sur, entre guillemets, du long terme et pas que sur l'instant présent, de voir plutôt le travail en général. Et puis après, les résultats, on suit petit à petit. Et puis après, quand tu te remets dans une bonne spirale, après, c'est aussi plus facile. Est-ce que il y avait de la peur? À un moment, tu t'es dit, bah, peut-être que le train est passé et finalement, tu réussiras plus à remonter. Est-ce que tu avais cette peur-là aussi dans un coin? Non, pas vraiment, parce que je sais pas, au fond, je sentais quand même que j'avais quand même un bon niveau de jeu, que je pouvais en tout cas être en capacité de bien jouer, parce que même quand j'étais descendu assez loin, quand je joue contre des bons joueurs, enfin, que tout le monde est un bon joueur, hein, mais quand je joue contre des joueurs bien classés, avec un niveau vraiment élevé, je rivalisais entre guillemets facilement. Enfin, j'avais pas vraiment de problème pour rivaliser. Donc, j'avais pas des doutes sur ma capacité de revenir avec mon niveau de jeu. Après, c'est juste qu'il faut juste accepter que ça prenne du temps en fait, parce que c'est en challenger pour remonter en fait dans le top 100, il faut vraiment gagner énormément. Et c'est pas parce que tu gagnes un ou deux tournois que directement tu reviens. Il faut accepter d'en gagner beaucoup, beaucoup, et tu peux pas revenir en un mois, en 2 mois. Il faut accepter que ça prenne 6 mois, un an, parfois plus. Tout à l'heure, tu parlais de ton parcours en junior qui a été brillant. Et ce qui était aussi fort, c'est que tu as évolué avec une génération assez exceptionnelle. Est-ce que ça a été difficile de voir les autres réussir, notamment Arthur, Giovanni, qui a eu des hauts et des bas, mais qui a réussi plutôt à se stabiliser quand même top 60, top 70. Est-ce que c'est dur aussi inconsciemment? Est-ce qu'on se compare? C'est difficile de rester dans sa propre trajectoire. On regarde un peu ce qui se passe à droite à gauche aussi.
Non, franchement, moi, je l'ai pas du tout mal vécu. Enfin, j'étais même. En fait, bah, Arthur et Giovanni, c'est des potes à moi, donc moi, je suis juste content pour eux quand ils réussissent et j'ai vraiment pas du tout de, de jalousie par rapport à ça. Enfin, moi, quand Arthur il a bien performé, bah, j'étais surtout super content pour lui. Avec tous les moments qu'on avait vécu ensemble, bah, moi, je me rappelle surtout quand voilà, on était en junior, même au début des Challenger et tout, on faisait tout ensemble. Bah, c'était une vie que on rêvait en fait parce qu'on était encore loin d'y arriver. Donc de voir ton pote qui performe et qui réussit, bah, forcément tu es super content pour lui. Et surtout que moi, même si évidemment enfin, je suis pas encore à son classement, à Arthur ni à Giovanni son meilleur classement, euh, j'étais quand même plutôt bien aussi. C'est pas comme si j'étais bloqué en futur et que lui était top 10. Donc j'étais quand même sur le même circuit qu'eux, etc. Après, pour le moment, ils avaient de l'avance, mais j'étais quand même toujours bah, très jeune et j'étais quand même bien classé. Donc on va dire que ma carrière n'était pas morte à côté. Si, si eux, ils réussissent une carrière et que moi, ma carrière, j'arrive pas à la faire avancer, peut-être là, mais c'était pas le cas en tout cas. Donc sur ça, j'étais surtout super content pour eux en fait. Et quand tu étais dans le dur, est-ce que bah, du coup tu as discuté avec tes potes pour avoir un peu de soutien aussi et puis bah, peut-être des points de vue différents et quel soutien tu as eu finalement durant cette période? Non, c'est sûr, bah, en fait, des joueurs en général, bah, parfois j'ai parlé à quelques joueurs aussi, parce qu'en fait, on se rend compte après que en fait, tous les joueurs, ils vivent à peu près tous la même chose. Donc, il y a plein de joueurs, en fait, voilà, bah, qui se retrouvent aussi confrontés à des difficultés, alors parfois différentes, hein. Moi, parfois, c'était ah, voilà, j'ai du mal à revenir dans le top 100 et Yannick Sinner peut-être qui a rencontré des difficultés. Ah, j'arrive pas à gagner 4 grands chelems dans la même année. Donc, après, c'est des difficultés différentes, mais je pense que chacun en rencontre et j'ai pu discuter voilà, avec plusieurs joueurs et en fait, de savoir que quasiment tout le monde passe par la même chose, bah, ça tranquillise aussi et tu te dis que voilà, t'es pas le seul à parfois galérer. Et c'est ça qui aide. Et puis après, forcément, voilà, moi je m'entends très bien avec tout le monde et je sais que voilà, ça les faisait plaisir, enfin ça leur fait plaisir. Je pense que je reviens à ce niveau-là. Alors le joueur a évolué entre celui qui était au-delà de la 200e place et celui qui vient de gagner son premier titre ATP. Euh, tu parlais, t'as beaucoup parlé de ta volonté de te construire une identité de jeu. Tu l'as mentionné plusieurs fois. Comment tu définirais le Lucas Van Ness de maintenant, la bonne version finalement de Lucas Van Ness? Non, ouais, on a beaucoup travaillé sur cette identité de jeu où voilà, elle était déjà assez claire en fait ces dernières années, mais je pense que là, j'ai commencé à travailler voilà avec Sébastien Villette en fin d'année dernière, voilà pour commencer cette année ensemble et c'est vraiment quelque chose qu'on a appuyé pour qu'elle soit vraiment ancrée de manière très précise, parce qu'évidemment voilà, j'ai pas révolutionné mon jeu mais voilà, pour qu'elle soit vraiment très stable tout au long d'un match et éviter un peu des moments où je le fais très bien, donc ça marche bien, parfois je le fais un peu moins bien, parfois je le fais très bien, parfois ça part. Ou en tout cas, on a vraiment travaillé sur le fait que toute l'année, tous les jours, tous les matchs, tous les entraînements, je joue de la même manière et c'est en jouant de la même manière que du coup je vais être plus performant. Et est-ce que on sait que pour les sportifs de haut niveau, parfois le sentiment de revanche, il fonctionne. Que ce soit revanche parce qu'on a perdu le dernier match contre un tel, ou parfois c'est un peu plus général. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là qui a pu t'aider, de te dire que bah, on te voyait très haut, puis forcément, peut-être que quand on est moins bien, on a moins de coups de téléphone, etc. Est-ce que ça t'a servi aussi un peu de carburant de te dire que bah, voilà, que tu voulais retourner au premier plan et montrer que bah, toi aussi, tu avais le niveau? Non, pas forcément parce que moi en fait moi je joue au tennis vraiment que pour moi quoi. Donc en fait ce que les autres ils pensent ou en fait je m'en fiche un petit peu. Donc moi vraiment je joue vraiment pour que moi je me sente bien, pour que voilà moi je fasse bah, ma meilleure carrière possible. Et puis après voilà c'est sûr qu'il y aura de toute façon en fait quoi qu'il arrive il y aura toujours des gens qui seront là pour te critiquer ou pour te dire qu'il y a des choses que tu pourrais mieux faire mais en fait, moi, j'ai juste confiance voilà, dans mon équipe, on sait où on va, et puis après, je fais mon maximum, et puis après, voilà, je serais content de comment ça se passe maintenant.
Mais non, j'ai pas de revanche, surtout que bah, pour le moment, j'ai quand même une carrière plutôt sympa. C'est encore le début, j'ai que 22 ans, donc j'ai encore plein de choses à vivre devant moi et il faut surtout que j'essaie de le vivre de manière positive. Et maintenant que tu as trouvé, on va dire, une carburation, puis peut-être voilà, t'as les idées claires sur ce que tu dois faire et ne pas faire, quel danger t'as identifié? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour toi pour rester au niveau que tu veux atteindre? Bah, en fait, il faut vraiment que je reste concentré sur ce qui marchait bien en fait ces derniers mois. Il faut pas que je retombe dans l'analyse constante du résultat pur, du point, du match, etc. Mais plutôt de voir euh, le progrès dans l'ensemble. Alors évidemment, quoi qu'il arrive, je suis un compétiteur, donc je vais vouloir bien faire et gagner, mais aussi respecter mon jeu, mon identité de jeu, mes intentions, et c'est ça qui m'a fait performer, et ça qui me fera performer aussi dans le futur, et il faut que je reste comme ça. En fait, ça a prouvé juste que ça marchait bien et que il fallait continuer. En conclusion, que peut-on te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as des cases, j'imagine que le premier titre ATP, bah voilà, c'est une belle case de cocher. Est-ce que tu as des cases, j'ai envie de dire logiques, qui te viennent en tête maintenant? Bah, forcément, j'ai envie surtout de continuer à bien jouer, et surtout à bien me sentir aussi sur le terrain, sentir que voilà, je travaille bien, que mon jeu prend sens et va dans la bonne direction. Après, j'ai pas forcément envie de me donner d'objectifs, de résultats sur certains tournois spécifiques, etc. euh, Parce que voilà, j'ai envie d'être surtout concentré sur ce que moi je fais. Je pense que ce qui est important surtout, c'est de sentir que je peux être performant chaque semaine de l'année et pas seulement sur un ou deux tournois dans l'année, mais que chaque semaine, voilà, j'ai l'opportunité de bien jouer. Et après, j'espère que les résultats suivront. Après, évidemment, voilà, j'ai conscience que voilà, j'ai envie de bien jouer sur les gros tournois, que ce soit les Grands Chelems, les Master 1000, etc. Mais j'ai surtout envie de sentir, de pouvoir être performant tout au long de l'année. Et bah, on va te souhaiter le meilleur pour la suite et C'est puis gentil. espérer que du meilleur pour toi. Merci, c'est gentil.